Sangye chetan soge chonamra chanchu pantu dani gyapsuchi dagi jinso gipe sanamki chona penchir sangye druparishu Sangye chetan soge chonamra chanchu pantu dani gyapsuchi Dagi jinso gipe sanamki drola penchir sangye druparishu Sangye chetan soge chanamra chanchu partu dani gyapsuchi Dagi jinso gipe sanamki Drona penchir sangye druparishu Chanden le jampe yora chatselo Nangi lotre drimi drimpen nimpak namdarapsewe Jine dengkun zichi zichi niki tukale banzi Gangaksi petsalar mari mentum dungyel jisewe Trotsokena buchita tseyana dujo yambenso Ruta chedronyan muniro eki chador lezechin Mari gwense dungen yugu ajenye jezere drima Bene dashin sachi tarsen yan bene zogyase duveku Chuda chudom chuni gente dalemeze champe yonaye Tseden kiki kerabesegi Naluti muhmen parse Katan tenche shonu tapare Roje kakwe nawatse tu Donc, hier et les jours précédents, hier, on a vu des rappels de Khenpo Rinpoche, qui nous a donc redit que les explications qui étaient données étaient plutôt, dans cette partie, étaient plutôt présentées selon l'Abhidharma Kosha, le point de vue du Shravakayana. Et donc, régulièrement, Khenpo Rinpoche redonne la vue du Mahayana. Il rappelle l'un ou l'autre point de vue. Et donc hier, il nous a rappelé, par l'intermédiaire d'Olivier, que les objets connus et leurs caractéristiques, selon le Mahayana, n'ont pas d'existence réelle à l'extérieur de l'esprit qui les connaît, et que donc les apparences ne sont qu'esprit. Puis ensuite, nous sommes revenus aux stances et avons terminé l'explication de la manière dont les facteurs de chute, autrement dit les obscurcissements affligeants, s'associent avec les sensations. Quel obscurcissement affligeant, racine et apparenté s'associe avec quelle sensation, et ceci dans les trois domaines du désir, de la forme et du sans-forme. Ensuite, Khenpo Rinpoche a expliqué l'importance de bien connaître les obscurcissements affligeants, puisqu'il n'y a pas d'autre créateur des mondes et des êtres que les obscurcissements affligeants et les actes qui en découlent. Et donc, bien les connaître
permet de savoir bien précisément ce qu'il y a à abandonner. Et il a expliqué quels événements de l'esprit étaient les plus importants à cultiver pour être soutenus dans cet abandon. Donc il s'agit de la souvenance, la vigilance et l'application soignée. Chez Shin, la vigilance, c'est la connaissance de ce qu'il faut rejeter et adopter, et la capacité à s'engager dans les actions en accord avec cette connaissance. Bakkye, ou l'application soignée, consiste à prendre continuellement soin de ce que l'on fait, et Drenpa, la souvenance, aide à maintenir les deux, la vigilance et l'application soignée. Et la souvenance, c'est le fait de ne plus oublier les enseignements. Et comment on y arrive? En fait, en y revenant encore et encore. Et maintenant, nous revenons donc au texte avec l'association des obscurcissements affligeants avec les consciences. Donc dans le plan, effectivement, nous arrivons à la partie qui explique quel obscurcissement affligeant est associé par similarité avec quelle conscience. Et il dit d'abord dans le texte racine, quel obscurcissement affligeant est concomitant avec quelle conscience. Alors ce qu'a rappelé Khenpo Rinpoché ici, c'est que dans le Shravakayana, il est asserté un sextuple rassemblement de conscience, aussi appelé esprit. Et ce que Khenpo a dit, c'est que en fait, tant que les empreintes latentes des obscurcissements affligeants n'ont pas été abandonnées, l'esprit et les événements de l'esprit s'entraident mutuellement, ce qui permet le déploiement des obscurcissements affligeants, puisque les obscurcissements affligeants font partie des événements de l'esprit. Et donc la question qui est posée ici, c'est dans les différents domaines, quels obscurcissements affligeants accompagnent quelle conscience parmi les 6 consciences? Ou autrement dit, ces différents types d'obscurcissements affligeants, les obscurcissements affligeants racines et les obscurcissements affligeants apparentés qui appartiennent aux obscurcissements affligeants racines, autour de quelle conscience apparaissent-ils? Donc on va commencer cette étude avec d'abord le domaine du désir. Et donc il est dit dans le texte, dans le domaine du désir, les 3 obscurcissements affligeants de l'attachement, de l'aversion et de la méconnaissance sont susceptibles d'être associés par similarité au sextuple rassemblement de conscience. Donc ce qui est dit ici, c'est que dans le domaine du désir, le désir-attachement, l'aversion, la méconnaissance, etc., tous peuvent accompagner n'importe laquelle des 6 consciences. Et selon d'autres, c'est-à-dire le Mahayana, ils peuvent accompagner non seulement les 6 consciences, mais aussi le mental obscurcissant et affligeant, c'est-à-dire la 7e conscience. Alors là, on peut se demander pourquoi, autour de la base de tout, la 8e conscience ne s'élève pas d'obscurcissement affligeant. Et en fait, un obscurcissement affligeant, c'est une fabrication mentale, une conception mentale qui s'élève dans une direction.
Or, la base de tout, elle ne s'élève dans aucune direction et n'a donc pas autour d'elle de fabrication mentale. Alors, il est vrai qu'en elle-même, la base de tout est ignorance non mêlée. Mais les autres obscurcissements affligeants n'y sont pas présents. La base de tout est toujours indéfinie, c'est-à-dire ni vertueuse ni non vertueuse. Et selon la manière de se mouvoir de la base de tout, selon sa manière de fonctionner, elle s'aliène en samsara ou s'actualise en nirvana. Et quand un des mouvements de la base de tout est vu comme un soi, c'est à partir de là qu'on parle de mental obscurcissant et affligeant. Le mental obscurcissant et affligeant, c'est la vue d'un soi. Et le mental obscurcissant et affligeant, il apparaît depuis cette base de tout, se focalise sur la base de tout et la voit comme un soi. Donc on va maintenant passer au domaine de la forme. Et il est dit dans le texte, dans le domaine de la forme, les deux obscurcissements affligeants de l'attachement et de la méconnaissance sont susceptibles d'être associés à 4 consciences. Les consciences du nez et de la langue étant omises. Alors, dans les deux domaines supérieurs, le domaine de la forme et le domaine du sans-forme, qui sont des lieux de concentration méditative, la version est absente, comme on l'avait dit il y a quelques jours. Et donc, dans ces deux domaines, il ne reste des 3 poisons que le désir attachement et la méconnaissance. Et donc, dans le domaine de la forme, ces deux obscurcissements affligeants que sont le désir attachement et la méconnaissance peuvent se trouver autour de la conscience visuelle, autour de la conscience auditive, autour de la conscience corporelle et autour de la conscience mentale. Ils ne peuvent se trouver qu'autour de ces 4 consciences parce que dans le domaine de la forme, les consciences olfactives et gustatives ne sont pas actives. Ensuite, on arrive dans le domaine du sans-forme. Donc, il est dit dans le texte, dans le domaine du sans-forme, ces deux obscurcissements affligeants sont uniquement associés à la conscience mentale. Alors, dans le domaine du sans-forme, les 5 consciences liées à la forme ne sont pas présentes. Donc, en fait, il ne reste que la conscience mentale. Et donc, dans le domaine du sans-forme, ces deux obscurcissements affligeants peuvent uniquement se trouver autour de la conscience mentale. Donc on arrive à l'instance suivante. Et là, donc, on va parler de l'orgueil de la vue et du doute. Et il est dit dans le texte, les 3 obscurcissements affligeants de l'orgueil, de la vue et du doute sont, dans tous les domaines, uniquement associés à la conscience mentale. Donc,
dans les trois domaines, le domaine du désir, le domaine de la forme et le domaine du sans forme, l'orgueil, la vue et le doute ne se trouvent jamais autour d'une des 5 consciences sensorielles. Ils sont uniquement associés à la conscience mentale. Alors pourquoi ? Parce que la condition maîtresse à l'apparition de l'orgueil est la pensée d'être le meilleur. Donc, l'orgueil se trouve uniquement autour d'une connaissance conceptuelle, c'est-à-dire d'une conscience mentale. Donc la condition maîtresse à l'apparition de l'orgueil, c'est la pensée d'être le meilleur, qui est quelque chose de... Donc c'est conceptuel en fait. Donc cette pensée étant conceptuelle, l'orgueil se trouve uniquement autour d'une connaissance conceptuelle, c'est-à-dire d'une conscience mentale. Et en ce qui concerne la vue, c'est en réfléchissant qu'on arrive à une décision en lien avec un certain point de vue. La vue aussi se trouve donc uniquement autour d'une connaissance conceptuelle. Et enfin, lorsque le doute est présent, on pense que ce que l'on considère est peut-être ceci ou cela. Donc là, on est encore dans un fonctionnement conceptuel. Donc, le doute se trouve uniquement autour d'une connaissance conceptuelle. Et je passe la parole à Rosanne. Donc on quitte à nouveau un petit moment le texte Racine pour des commentaires ajoutés par Khenpo Rinpoche concernant donc le continuum de l'esprit. Donc hier il a été question de l'essence, de la nature des obscurcissements affligeants. Et donc, quand on se représente ce que c'est, on pense qu'il s'agit d'un continuum d'esprit. Et quand on essaie de se représenter la sagesse primordiale, on pense aussi qu'il s'agit d'un continuum d'esprit avec cette impression qu'il pourrait y avoir 2 continuums d'esprit différents. Et Khenpo Rinpoche dit que ces pensées, elles surviennent du fait qu'on est prédisposé à croire à l'existence du temps. Et que ça nous paraît important, en fait, cette réalité du temps, et avec un début, un milieu et une fin. Mais en fait, ça n'est pas le cas, ça n'est pas important. Et Khenpo fait référence à un tantra bouddhiste qui s'appelle le tantra qui présente les différents noms de Manjushri. Manjushri représentant la sagesse. Et dans ce tantra, le Bouddha dit, pour commencer, qu'un Bouddha est sans cause. Pourquoi un Bouddha est sans cause ? Parce qu'il est la sagesse primordiale même. Et que la sagesse ne nécessite pas de cause. Elle est sans souillure. L'idée dans cette notion de sans souillure, c'est que l'esprit de tous les êtres est en essence l'état de Bouddha. La nature de notre esprit est d'abord Bouddha, éveillé. Et quand on qualifie la sagesse de primordiale, il faut se demander comment on comprend ce mot primordial. Primordial, ça veut dire qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de commencement. Et si on ne réfléchit pas bien au sens de ce mot, on peut comprendre que primordial ferait référence à un premier moment. Comme si l'on considérait que quelqu'un avait fabriqué
ce premier moment. Mais en fait, la sagesse n'a jamais commencé. Elle n'a pas commencé quelques années auparavant et elle ne va pas continuer durant quelques années encore. Elle est tout le temps présente, car la véritable nature de l'esprit n'est rien d'autre que la sagesse. Chaque instant commence toujours par la sagesse. C'est pourquoi la véritable nature du courant d'esprit est sagesse. Alors il est dit ensuite que même si nous ne pouvons connaître l'essence de l'esprit qui est la sagesse, cette sagesse primordiale, il peut arriver qu'on en fasse l'expérience juste un instant et que, un bref moment, nous connaissions la sagesse primordiale d'un Bouddha. Et pour cette raison, Guru Rinpoche parle de se familiariser, c'est-à-dire de pratiquer Shiné, sur de courtes durées. Par exemple, dans le contexte d'un Shiné qui se focalise sur le souffle, l'objet de focalisation est le souffle donc, et si on se focalise sur le souffle, la respiration, c'est assez simple de développer une focalisation en un point pendant une courte période. Ce processus de la respiration étant tout le temps là, c'est donc très facile de le prendre comme support de familiarisation. Ainsi, dit Khenpo, une personne qui pratique Shiné pour la première fois doit pouvoir le faire sans perdre la focalisation en un point pendant 1 minute. C'est assez réalisable. Par contre, il est extrêmement difficile pour un pratiquant plus avancé de rester pendant 1 minute dans sa propre sagesse primordiale. Cependant, si la capacité à demeurer dans cette sagesse ne serait-ce qu'une seconde apparaît, c'est un grand achèvement et Guru Rinpoche a dit, si l'on est capable de demeurer dans la sagesse primordiale, ne serait-ce qu'une seconde, on peut purifier des négativités accumulées pendant des milliers d'années. Cela revêt donc une très grande force. Et quand cet instant, cette seconde est apparue, qu'est-ce qu'on doit faire quand il est terminé? Eh bien, retrouver à nouveau cette sagesse. Et donc, il faut allonger de plus en plus le moment où l'on demeure dans cette sagesse primordiale. Pour mieux le comprendre, Guru Rinpoche illustre ce processus par l'exemple suivant. Il dit que si on habite une grande forteresse et que chaque jour on vide un seau d'eau sur la base des remparts de cette forteresse et qu'on fait ceci durant des années et des années, alors les fondations vont commencer à s'éroder et le bâtiment en viendra peut-être à s'effondrer complètement. Khenpo Rinpoche dit, on a construit la maison de la vision d'un soi, de la vision du temps, comme étant véritablement existant. Et cela pendant des éons et des éons. Donc, la maison du soi et la maison du temps, toutes ces structures sont très fermement implantées dans l'esprit. Et ce que nous avons à faire,
c'est d'agir de façon à commencer à éroder cette structure, en jetant fréquemment un seau d'eau sur les fondations afin de les détruire. Et si la forteresse du soi, saisie comme réelle, est détruite, alors on sera libre. Et si la forteresse du temps, saisie comme réelle, est détruite, alors on n'aura plus de problème, puisque c'est principalement ces deux structures, la saisie du soi et d'un temps comme réel, qui sont la cause des problèmes que nous avons. En effet, pourquoi le désir et la colère émergent? Parce qu'on pense à quelque chose du passé. Soit on pense à un objet agréable du passé, et le désir continue dans le présent. On veut continuer d'obtenir ou de garder cet objet. Soit on pense à quelqu'un qui nous a nui dans le passé, et la colère s'élève et continue. Les deux, désir et colère, émergent la plupart du temps sur la base d'événements du passé. Et cela n'a pas grand-chose à voir avec le moment présent. On pourrait réfléchir de la même façon concernant le futur que l'on saisit également comme existant. Or, le futur n'est pas encore là et on ne peut pas vraiment savoir grand-chose, même si on essaye d'imaginer le futur. Et comment on imagine le futur? En fait, en faisant référence au passé. Et donc, si on ne saisit plus le passé, il n'y a plus de raison de saisir le futur. Et c'est pourquoi Kempo dit d'oublier le passé, parce que chaque chose, chaque événement, chaque situation du passé, c'est comme l'image d'un rêve. Cela n'a rien de réel. Nous allons donc maintenant continuer avec le texte. Et donc la partie qui concernait l'association par similarité avec les consciences donc est terminée, et il nous reste à expliquer une remarque sur la façon dont les obscurcissements affligeants se focalisent sur les phénomènes efficients. Et le texte Racine dit, dans le domaine du désir, les trois obscurcissements affligeants du désir-attachement, de la colère et de l'orgueil s'engagent par focalisation sur une partie des phénomènes efficients, mais pas sur tous. Donc, si on considère un individu du domaine du désir, les obscurcissements affligeants tels que le désir-attachement, l'aversion et l'orgueil ne se focalisent que sur un seul objet à la fois. Le désir ne se focalise pas sur tous les objets de désir à l'extérieur. Il choisit juste un objet présent, attrayant, et c'est le même fonctionnement pour la colère et pour l'orgueil. Ils n'interagissent qu'avec un seul objet à la fois. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Donc le désir, qu'est-ce que c'est? C'est une connaissance orientée vers les objets. Or, un même objet comprend de nombreux aspects. Certains sont attrayants et d'autres repoussants. Par exemple, l'objet a peut-être une belle forme, mais la couleur est déplaisante, ou paraît déplaisante à la personne qui désire cet objet. Mais qu'est-ce qui se passe alors avec le désir? C'est que la connaissance de la personne qui interagit avec cet objet se focalise uniquement sur l'aspect plaisant et ignore complètement l'aspect déplaisant.
Il en va de même quand le désir s'élève, une attirance s'élève envers une personne. On va sélectionner sa beauté, mais on ne va pas s'intéresser à tout ce qui se trouve de repoussant à l'intérieur du corps, et Kempo précise, comme les intestins, la vessie et leur contenu. On choisit de ne pas y penser pour ne se focaliser que sur ce qui est attirant chez cette personne. Et quand on rencontre un ennemi, c'est le même fonctionnement. On va sélectionner chez la personne tout ce qui nous déplaît et on ne va voir que ces aspects-là. On ne peut pas considérer que cette personne a peut-être des qualités et des aspects attirants du fait qu'on la déteste. Et Khenpo Rinpoche invite à réfléchir par exemple sur la manière dont on considère les hommes politiques, dont beaucoup de personnes pensent qu'ils sont des individus très mauvais, et pourtant, dit Khenpo Rinpoche, il se peut qu'ils fassent aussi des bonnes choses. Donc, le désir et l'aversion se focalisent sur des perspectives spécifiques d'un objet et pas sur l'ensemble de l'objet. Et donc, les conclusions que l'on tire à propos des objets dans la réalité relative sont toujours fausses. Si l'on est capable de voir les choses ainsi, dit Khenpo, il y aura plus de détente face aux situations et moins de déception vis-à-vis de nombreux problèmes de la réalité relative. Alors, après le désir et l'aversion, la stance suivante nous dit « Il en est de même pour l'attachement et l'orgueil des domaines supérieurs. » Donc, dans les deux domaines supérieurs, il n'y a pas d'aversion, elle ne se manifeste pas. Par contre, le désir-attachement et l'orgueil sont manifestes. Et il n'y a pas plus de commentaires de la part de Khenpo concernant cette stance. Et donc nous passons à la suivante qui dit « Les trois obscurcissements affligeants restants, l'ignorance, la vue et le doute, sont susceptibles de s'engager sur tous les phénomènes efficients. » Donc les autres obscurcissements affligeants ne fonctionnent pas de la même manière en ne se focalisant que sur un aspect spécifique de l'objet. Ils se focalisent sur l'objet entier. Si on prend l'exemple du doute, par exemple, et que un doute se manifeste concernant le principe de la réincarnation, on ne sait pas trop si c'est vrai, si c'est pas vrai, etc. Il ne va pas se limiter à un seul objet, mais il va inclure toutes les renaissances possibles, passées, présentes et à venir, pour soi-même et pour les autres. Et juste un petit, pour terminer cette partie, donner la définition de ce que c'est qu'un phénomène efficient. Khenpo Rinpoche n'a pas commenté le terme d'efficient. En fait, il s'agit de tout phénomène capable d'avoir un effet, de faire quelque chose. Et donc, nous avons terminé avec toute cette partie sur l'association par similarité. Et donc, dans l'explication détaillée, hein, on est dans l'explication de la façon dont les phénomènes se révèlent être associés aux facteurs de chute. Et dans cette partie, on est dans l'explication détaillée. Et là, on vient de finir
la partie qui expliquait la façon dont les facteurs de chute se déploient via la focalisation et l'association par similarité. Et la deuxième partie, c'est la catégorisation en 6 portes des facteurs de chute. Donc nous allons voir cette partie-là, la catégorisation en 6 portes des facteurs de chute. Et il est dit dans le texte. Ensuite, il est question d'une catégorisation en 6 facteurs. Ensuite, il est question d'une catégorisation en 6 portes des facteurs de chute. Alors, il est expliqué que dans les connaissables, il y a les phénomènes associés aux facteurs de chute et les phénomènes dissociés des facteurs de chute. Quand on parle de chute ici, quels sont les points de chute? Il s'agit des 3 domaines du samsara. Le domaine du désir, le domaine de la forme et le domaine du sans forme. Et quand on parle de phénomènes associés aux facteurs de chute, il ne s'agit pas de phénomènes efficients singuliers, mais de rassemblement de phénomènes efficients qui coopèrent entre eux. Par exemple, est-ce qu'à cause de mon désir attachement, je vais chuter dans un des 3 domaines? Non. Le désir attachement seul ne suffira pas. Pour cela, il faut qu'il soit connecté à beaucoup d'auxiliaires. Et il est expliqué ici que c'est en se connectant à 6 portes que l'on chute. Et donc, on va voir la première porte. Et il est dit dans le texte, les obscurcissements affligeants racines et apparentés sont dits facteurs de chute par nature. Donc, la première porte est constituée des facteurs de chute par nature que sont les 6 obscurcissements affligeants racines et les 20 apparentés. Ensuite, la deuxième porte. Le texte dit « L'esprit et les événements de l'esprit apparaissant en concomitance avec ces obscurcissements affligeants sont dits reliés aux facteurs de chute. » La deuxième porte fait référence à ce qui est relié aux facteurs de chute. Et il s'agit de l'esprit et des événements de l'esprit qui apparaissent en concomitance avec ces obscurcissements affligeants. Alors prenons par exemple le désir attachement qui est un facteur de chute par nature. Pour qu'il puisse opérer, il faut qu'il y ait l'esprit principal, la conscience, et pour que la conscience puisse se disperser sur un objet, il faut qu'il y ait les 5 événements de l'esprit omniprésents et les 5 événements de l'esprit qui déterminent l'objet. Pour que le désir attachement puisse opérer, il faut donc 11 phénomènes reliés au facteur de chute. Le facteur de chute étant ici le désir attachement. Ensuite, on arrive à la troisième porte. Les conditions maîtresses, l'œil, etc. sont dites support de l'association par similarité
à ces facteurs de chute. Alors si on continue avec le désir-attachement, le désir-attachement a besoin d'une autre catégorie de phénomènes pour fonctionner. Cette catégorie de phénomènes, c'est les supports aux facteurs de chute. Alors les supports aux facteurs de chute, c'est d'abord l'objet sur lequel le désir-attachement se disperse. Et ensuite, c'est la faculté visuelle, si l'objet est visuel, ou la faculté auditive, si l'objet est auditif, etc. On arrive à la 4e porte. Les vertus des 3 domaines associés aux facteurs de chute sont dites ce qui enchaîne par les facteurs de chute. La 4e porte concerne ce qui enchaîne par les facteurs de chute. Alors il faut savoir que la pratique de la non-vertu enchaîne aux 3 destinées mauvaises et que la pratique des phénomènes efficients vertueux enchaîne au support des classes supérieures. Par exemple, une personne qui est généreuse dans le but d'avoir beaucoup de richesses et de ressources peut renaître avec un support humain ou divin doté de grandes richesses. Elle est alors enchaînée à cette existence. Et cela se produit à cause du désir-attachement pour les richesses. Il s'agit du même processus quand une personne cultive la patience dans le but d'avoir un beau corps. Et de la même manière, une personne peut maintenir une éthique ou une conduite rafraîchissante dans le but d'obtenir un bon corps humain ou divin, ce qu'elle obtiendra par la suite, si elle applique cette conduite rafraîchissante. Et dans ces 3 cas, il s'agit de vertus qui se produisent sur la base du désir-attachement. Donc, voilà, ces vertus associées au facteur de chute, qui est ici le désir-attachement. Donc, ces vertus associées au facteur de chute enchaînent aux 3 domaines d'existence à cause du désir-attachement qui leur est associé. Alors, la seule raison pour laquelle il est dit que le désir-attachement n'est pas une bonne chose, c'est qu'il est la cause de l'enchaînement aux 3 domaines d'existence. À part cela, le désir-attachement peut mener à la pratique de vertus qui produisent de bons supports corporels dans les 3 domaines d'existence. Par contre, si on prend le cas de l'aversion, sur la base de l'aversion, là, ne sont produits que de mauvais fruits. Aucune amélioration n'est possible. C'est pourquoi Shantideva a dit « Il n'y a pas de pire méfait que l'aversion ». Donc vraiment, c'est vraiment important de ne pas laisser s'élever un esprit empreint d'aversion. Et si cela arrive, il est vraiment important de le regretter. Et Shantideva a dit à ce propos, si à un instant donné de l'aversion s'élève dans l'esprit, il faut le regretter à l'instant suivant.
Donc on arrive à la 5e porte. Il est dit dans le texte. Les états néfastes, issus de ces obscurcissements affligeants, sont dits reliés conséquemment aux facteurs de chute. Donc il est ensuite fait mention de ce qui est relié conséquemment aux facteurs de chute. Il s'agit en quelque sorte du fruit des facteurs de chute, et plus précisément du fruit des 4 premières portes. 4 premières portes étant les facteurs de chute par nature, ce qui est relié aux facteurs de chute, les supports des facteurs de chute, et ce qui enchaîne par les facteurs de chute. Et ce fruit des 4 premières portes est une naissance dans un état néfaste, c'est-à-dire dans un des 3 domaines d'existence. Alors pourquoi les 3 domaines sont des états néfastes? Les 3 domaines sont des états néfastes parce que, où qu'on y naisse, le mal-être conditionnant, omniprésent est là. Donc, on n'y trouve rien de bon nulle part. Si on considère par exemple une personne qui dans ce monde possède d'excellentes ressources et d'excellentes richesses, qui sont les fruits de ses actes de générosité dans des vies passées, eh bien, en dépit de ces excellentes conditions matérielles, il y a beaucoup de mal-être qui est présent dans la continuité mentale de cet individu. Donc, il se trouve dans un état néfaste. Et donc, on arrive à la 6e porte. Et là, il est dit, ce qui est propice aux facteurs de chute, ce qui n'est pas antidote aux facteurs de chute, ou encore les points de focalisation des facteurs de chute, car en se focalisant sur la forme, etc., des obscurcissements affligeants naissent, sont dits favorables aux facteurs de chute. Tout phénomène relié à une de ces 6 portes est associé aux facteurs de chute. Alors la sixième porte fait référence au point de focalisation des facteurs de chute. Et il s'agit de tous les phénomènes qui ne sont pas des antidotes aux phénomènes associés aux facteurs de chute et qui au contraire sont des supports aux facteurs de chute. Ces phénomènes permettront le développement des facteurs de chute à l'avenir. Ces phénomènes permettront le développement des facteurs de chute à l'avenir. C'est pourquoi ils sont dits favorables aux facteurs de chute. Et quels sont au contraire les antidotes aux phénomènes associés aux facteurs de chute? Ce sont les phénomènes dissociés des facteurs de chute. Et il s'agit du discernement qui connaît l'inexistence de soi, ou, si on n'a pas une vision directe de cela, une connaissance liée à l'inexistence de soi. Ça peut être aussi l'esprit d'éveil. Si par exemple, on pratique la générosité en lien avec l'esprit d'éveil, on ne se focalise pas sur notre richesse future. De même,
si on pratique la patience en lien avec l'esprit d'éveil, on ne pense pas vraiment à une belle apparence future. Et si on étudie en lien avec l'esprit d'éveil, on ne pense pas qu'il nous faut devenir un grand érudit renommé. Et il s'agit là donc de phénomènes non mêlés aux facteurs de chute, de phénomènes dissociés des facteurs de chute. Et ces phénomènes non mêlés aux facteurs de chute vont être des antidotes aux phénomènes associés aux facteurs de chute. Et par ailleurs, si un individu ordinaire maintient les préceptes des bodhisattvas, il possédera toutes les excellences. Il va posséder les fruits des vertus associées aux facteurs de chute, tels qu'un beau corps, des ressources. Ces fruits vont apparaître automatiquement. Mais dans ce cas, il ne s'agit pas d'actions associées aux facteurs de chute qui auront produit ces fruits. Ces fruits, même s'il s'agit de fruits des vertus associées aux facteurs de chute, n'auront pas été produits par des actions associées aux facteurs de chute, mais par des actions dissociées des facteurs de chute, puisque cet individu maintient les préceptes des bodhisattvas. Par contre, s'il n'y a pas focalisation sur l'esprit d'éveil, la focalisation est reliée aux phénomènes associés aux facteurs de chute. Et donc là, les fruits qui vont apparaître seront des fruits qui auront été produits par des actions associées aux facteurs de chute. Et c'est pourquoi Asanga a dit à ce propos, en accomplissant le bien d'autrui, on accomplit son propre bien. En œuvrant uniquement pour le bien d'autrui, tout ce dont vous avez besoin vient à vous. Vous n'avez pas besoin d'aller les chercher. Mais en ce qui nous concerne, comme notre motivation est reliée aux facteurs de chute, il nous est difficile d'obtenir ces choses, même si on les recherche. C'est la raison pour laquelle on génère l'esprit d'éveil au début de chaque pratique. Khenpo Rinpoche prend l'exemple des personnes qui vont au temple faire la pratique de Tara tôt le matin. Ces personnes, elles font cela sur la base de l'effort enthousiaste, sur la base de la persévérance. Personne ne les oblige à faire cela. Ensuite, durant le rituel, elles font beaucoup d'offrandes. Elles offrent par exemple de l'eau à boire. Et ces personnes essaient également de rester dans la posture indiquée. Et donc là, le fait de rester dans la posture indiquée, c'est un type de conduite rafraîchissante. Et si ces personnes font cela sans lien avec les facteurs de chute, en ayant généré l'esprit d'éveil, alors de grandes vertus vont découler de cela. Donc c'est là que se termine cette première partie de la présentation des obscurcissements affligeants.
Alors avec Rosen et tout le groupe, hein, en préparant cette restitution, on s'est rendu compte de la complexité du fonctionnement des obscurcissements affligeants, et on a passé beaucoup de temps à discuter pour essayer de comprendre le sujet. Et beaucoup de choses sont encore floues et mal comprises. Mais personnellement, j'ai l'impression que cette analyse m'a permis d'être plus conscient des mécanismes à l'œuvre dans le déploiement de mes obscurcissements affligeants. J'ai toutes les conditions d'apparition des obscurcissements affligeants. J'ai les empreintes latentes, les conceptions erronées et les objets à proximité. Et ensuite, c'est l'escalade. Et les obscurcissements affligeants se déploient en moi via la focalisation sur l'objet lui-même ou via l'association par similarité. Dans le cas du déploiement via l'association par similarité, par exemple, la sensation de bien-être qui accompagne mon désir attachement va, par exemple, l'accentuer. Du coup, je vois un peu plus l'ampleur du chantier pour sortir de cette origine de mon mal-être. Et j'espère, comme Khenpo Rinpoche l'a dit, que ce début de connaissance du fonctionnement des obscurcissements affligeants m'amènera à une connaissance de la façon d'y remédier. Ronen, tu veux ajouter quelque chose? Je confirme tout ce que dit Olivier, et ce qui a été pour moi une découverte en fait dans cette étude, c'est l'importance de ces fameuses obscurcissements affligeants à focalisation globale. Et jusqu'à présent, en fait, je n'avais pas du tout mesuré que ces obscurcissements affligeants que sont la vue, le doute et l'ignorance, auxquels j'accorde pas d'attention, sont mêlés absolument à toute l'activité de mon esprit. Et donc ça m'intéresse vraiment de continuer à réfléchir à cet aspect-là. Voilà. Et puis, mais comme à chaque fois, le fait d'avoir à restituer, ça donne comment dire, un engagement dans l'étude qui n'a rien à voir avec ce que je peux faire quand j'étudie toute seule. Et donc voilà. Rinpoche nous engage tous les étudiants et nous engage à nous mettre dans cette expérience de restitution. Et franchement, c'est une bonne méthode pour voir ce qu'on n'a pas compris. Et donc, je vous remercie aussi de votre présence et je vous souhaite à tous de faire cette expérience de restituer ce que vous étudiez. Donc, la présentation des obscurcissements affligeants dans l'entrée sur la voie des Pandits n'est pas terminée. Khenpo Chodrak Rinpoche a encore expliqué un certain nombre de parties très intéressantes, et ces parties vous seront présentées au prochain stage du cycle Chenrezig. Eh bien, merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc, on va dédier le mérite la prochaine fois. Sunam diye tamshe zipani tome nyepe chana paji kega nachi balam chupani sipe tsole jowa rewa shu chamber pawe jita kenta tan kuntu zambo teyan de shien
Teta Kingi Jesu Danochi Gewa Dita Tamshi Atu Sangye Kutsu Nyepe Jinla Tong Chuni Nigyun Benpe Jinla Tong Gendun Meche Linpe Jinla King Jeta Noa Melam Drupa Shu